Vous avez lu ou pas? Vous savez de quoi on va parler? Comment l'agroalimentaire se saisit du patrimoine culinaire européen? Ça vous intéresse? D'accord. Je rajouterais peut-être une chose, parce que j'ai vu récemment une présentation d'un sociologue lors d'une conférence des marchés de gros, il n'y a pas très très longtemps, qui montrait qu'il y avait un troisième pan qui nous dominait de plus en plus, c'était la distribution, la grande distribution. Donc si ça ne vous dérange pas, je vais relire l'intitulé. Pour ceux qui dorment, je vais crier dans le micro. Comment l'agroalimentaire et la distribution, on va donner peut-être le nom de quelqu'un? Non, pas de marque. Non, parce que là, les techniciens, ils font un bip. Se saisit du patrimoine culinaire européen. Donc on a vu le débat tout à l'heure qui était très juridique, très intéressant. On n'a pas pu le suivre jusqu'à la fin. Là, vous allez voir, on va simplement être des citoyens vigilants. Moi, je suis journaliste. Bon, j'essaie de regarder dans mon humble secteur, qui est la restauration collective, engagée, responsable, sociale, tout ce que vous voulez. Et donc, citoyens vigilants, pour essayer d'ouvrir un débat. Donc on ne va pas le faire comme... on a décidé ça ce midi. Hein. On s'est réveillé très tôt ce matin, 10h30. Ah, il y en a qui suivent quand même. Hein. Ça c'est bien, c'est juste des tests. Et donc on s'est dit, vu le parterre de spécialistes que l'on a en face de nous, on se risque tout de suite au débat. Après une présentation qui sera très brève. On n'a pas, nous, de présentation. Vous savez, PowerPoint, c'est ça? Voilà. Donc nous, on va aller assez vite au débat, c'est ce qu'on voudrait, et pour essayer, à travers la controverse, à travers la richesse de votre présence, de faire avancer cette question, de pouvoir y répondre. Sachant que vous êtes au courant, il y a eu les États généraux de l'alimentation qui ont donné lieu à une loi de l'alimentation. On attend les décrets. Si j'en parle en lien avec la restauration collective, tout le monde a entendu parler des 50% de produits de qualité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la qualité? Ça, on reviendra sur le sujet. 20% de bio, des produits locaux, de saison, bien sûr, et avec une connotation environnementale plutôt bonne. On reviendra sur cette question, parce que je pense que la personne qui va écrire les décrets, les ordonnances, va avoir du mal à définir ce que ça signifie, les produits de qualité environnementale satisfaisante dans l'assiette. Donc voilà, et par rapport à ce qui se passe en France, on aura Angélique Delahaye, une députée européenne, vous allez voir, vous allez découvrir. Plein de poésie. Et donc on va essayer de faire la digression vers l'Europe. Finalement, est-ce que l'Europe, comme vous l'avez vu tout à l'heure, qui décide de 80% de nos réglementations alimentaires, finalement, où est-ce que se situe par rapport à ce que nous ici, convaincus d'une bonne alimentation, je pense qu'il n'y a pas quelqu'un ici dans la salle qui a quelque chose contre l'alimentation et la nécessité de l'alimentation. Donc comment est-ce que l'Europe se situe par rapport à ça? Est-ce qu'elle tend vers un modèle finalement de nourrir toute la planète à n'importe quel prix, avec n'importe quel produit? Récemment à Paris, je voyais dans un supermarché, je vais taire le nom, vous savez, vous connaissez les petites poudres que Soylent, vous connaissez ce produit américain qui a été créé, Soylent, qui vient de Soylent, le Soylent Green, le film, le Soleil Vert. Je ne sais pas si vous l'avez vu, une référence. Pour les jeunes, si vous ne l'avez pas vu, il faut absolument aller le voir. Donc en fait, ces poudres qui nous évitent de manger à table et d'avoir tous les bénéfices nutritionnels nécessaires à travers ces poudres. Voilà, et donc là, j'ai vu ça à Paris il n'y a pas très longtemps. Il y a une entreprise française qui s'est lancée sur ce créneau. Donc vous mangez dans un gobelet en plastique, bien sûr, une poudre, vous mettez de l'eau et vous avez le repas complet. Et en fonction de votre humeur, parce qu'il y avait des orientations plutôt végétales, plutôt saveurs, différentes saveurs. Donc, est-ce qu'on tend vers ça, ou est-ce qu'on se bat, nous, village gaulois,
c'est comme ça que je parle parfois de la France, face aux anglo-saxons. Est-ce qu'on se bat, on continue à se battre? Est-ce qu'on a raison de se battre pour bien manger? Mais c'est quoi bien manger? Bon, ça, un autre débat, mais est-ce qu'on a raison de se battre pour des produits locaux, des produits de saison, des produits de qualité et tout ça? Donc on va nous, les 4 personnes ici vont vous en parler, chacun avec, on va dire, leur trip. J'ai pas dit la panse de brebis farcie, parce que je sais pas s'il est là, notre écossais, que j'ai adoré ça. Donc avec nos tripes, et puis surtout, très vite, on vous passera le micro pour vraiment échanger et, on va dire, essayer d'apprécier ce qui va nous arriver. Comment vous le voyez? Moi, je suis toujours aussi offusqué des chiffres que nous présente, entre autres, le Crédoc, mais d'autres OBSCO ou d'autres instituts de sondage, comment la France évolue. Entre ce désir que l'on a, nous, de manger plus local, plus sain et tout ça, on voit une augmentation de consommation de produits transformés. On voit les citoyens manger de plus en plus à l'extérieur, et le citoyen, finalement, se distancer de la cuisine, d'un savoir-faire, des produits alimentaires. Bon, j'habite, je le dis pas trop en province d'habitude, parce que ça commence à être un peu compliqué pour moi. Je suis parisien. Non, mais vous vous rendez compte? Oui, merci, j'attendais ça. Enfin, on commence à avoir des ovations, vous voyez? Alors, on va aller encore plus loin. Je suis parisien et journaliste. Allez, ah, ben voilà, ils ne dorment pas. Donc, vous voyez? Alors, bon, je vais vous le dire d'un autre. Alors, j'étais, en fait, j'étais pâtissier, je suis devenu journaliste, et je suis originaire de la Vendée. Je suis né à Niort, vous voyez le truc? C'est pas terrible, mais bon, voilà. Personne n'est parfait. Oui, ça vient du cœur. Mais oui, mais je pense que voilà, on a décidé que ça vienne du cœur, et que ça vienne des tripes, et que vous participiez à ce débat, et surtout à nous aider à répondre à cette question. Alors, pour répondre, ou moins avancer sur ce débat, nous avons Edwige qui remplace, mais vraiment, hein, alors là, Claude Fischler, vous voyez le truc? Oui, vous voyez. Edwige, alors elle va se présenter, tu prends le micro, tu vas nous dire en 2 mots ce que tu fais, après on passera la parole à Angélique. Et Edwige, alors pourquoi est-ce que Edwige a fait, mais de façon complètement inconsciente, a voulu participer à ce débat? Bonjour, donc je suis Edwige Dacheux, je suis enseignante en hôtellerie-restauration au lycée hôtelier sur l'Académie d'Amiens. Je suis également titulaire du master Histoire et Culture de l'alimentation que propose l'Université François Rabelais de Tours. Et mon sujet de recherche a été l'impact des publicités sur le choix alimentaire concernant les baby-food, donc l'alimentation pour enfants que pouvaient acheter les jeunes parents. Voilà, donc j'ai travaillé sur un corpus de publicité reliant un petit peu les codes et les discours des publicitaires et des industriels pour parler aux parents, pour parler au public, pour parler aux consommateurs afin de vendre ces produits. Et donc mon statut professionnel me permet d'être observatrice privilégiée sur le terrain de la consommation quotidienne des jeunes générations. Voilà. J'ai des étudiants qui ont des élèves et des étudiants qui ont entre 14 et à peu près 21 ans, et donc je suis le premier témoin de leur consommation quotidienne. Alors que tu es dans le cadre finalement d'une école hôtelière. Oui, tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est bon, assez étrange. Alors là, nous l'attendions tous. Pourriez faire quelque chose, quelques applaudissements. Nous avons une députée européenne. Et là, si elle vous raconte son histoire, c'est quand même très intéressant. Donc on apprend. Non, on va pas la raconter. Non, on va pas la reprendre ici. Bon. C'est pas qu'il y ait quelque chose à cacher. Non. Là, on va gagner du temps. Ça risque d'être un peu long parce que plus on avance en âge, évidemment, plus l'histoire est longue. Hein. Voilà, exactement. Alors Angélique, députée européenne. Et alors, dites-nous. D'abord, je suis maraîchère. Voilà. Voilà, ça c'est mon ADN. Et c'est effectivement cet ADN-là qui m'a amené à défendre cette profession des producteurs de légumes depuis de très nombreuses années. Puis un jour, je me suis aperçue que c'était plus à Paris que les choses se décidaient pour l'agriculture, mais que c'était bien à Bruxelles, bien que mes pères me l'aient dit. Je persistais, comme nombre de mes collègues, à aller manifester rue de Varennes. Alors, la rue de Varennes a un avantage, il y a et Matignon
et le ministère de l'Agriculture. Mais enfin, on avait beau manifester, c'est vite rendu compte que tout ça ne servait pas à grand-chose et que si on voulait faire bouger les choses, c'est effectivement à Bruxelles que les choses se décidaient. Alors quand on dit Bruxelles, on a un peu tendance à amalgamer les choses. Aujourd'hui, depuis le traité de Lisbonne, le Parlement européen a voix au chapitre, ce qui n'était pas le cas avant 2012, et donc plus aucune décision ne se prend aujourd'hui au plan communautaire sans que le Parlement européen, qui est donc la représentation des peuples, ait dit oui ou non à la proposition faite par la Commission européenne et entérinée normalement par le Conseil. Donc c'est le sens de mon engagement, et donc mon engagement est sur les questions agricoles, en tant qu'agricultrice, mais beaucoup sur les questions environnementales. Et j'ai fait tout ce mandat, puisqu'il arrive à échéance en mai prochain. J'ai fait tout mon mandat comme titulaire de la commission environnement, et je me suis attachée à ce qu'on n'oppose plus agriculture et environnement, mais qu'on fasse pour l'environnement un atout de l'agriculture, et que l'agriculture se saisisse de la question environnementale, parce que pour moi, l'une et l'autre sont intimement liées. Voilà. Merci. C'est juste, vous voyez, une petite présentation. Alain, tu as un micro. Non, on va laisser deux par deux là, les micros, on va s'organiser. Voilà. Alors Alain, tu as aussi un parcours un peu atypique que tu vas nous décrire très rapidement. Très rapidement, oui, en 35 secondes. Donc Alain Franck, je suis toujours ancien restaurateur cuisinier, ancien conserveur, et depuis très peu de temps, ancien propriétaire de chambre d'hôte avec table d'hôte. Les chiffres sont clairs, 15 ans de restauration, 29 ans de conserverie et 21 ans de chambre d'hôte avec table d'hôte. Alors, faites pas l'addition du total, parce qu'il y avait quand même des périodes qui étaient cumulées. Autrement, je serais un vrai fossile, c'est exact. Donc, moi, j'ai fait de la qualité sans m'en rendre compte, en fin de compte. C'est mes clients qui m'ont un petit peu décerné ce prix. Je travaillais en cuisine par instinct. Mes conserves, c'est pareil. C'était la transposition de mes recettes de restaurant en conserve, et j'ai été référencé par Fauchon, Ediard, Georges Blanc et Bernard Loiseau, entre autres. Et donc, je suis tout à fait interloqué quand je vois effectivement ces dérives que l'agroalimentaire peut apporter sans qu'on réagisse réellement. Pour moi, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait donc deux axes prioritaires pour essayer d'analyser le comportement, c'est-à-dire le prix, et surtout maintenant quelque chose depuis quelques années, c'est-à-dire les panels qui font des statistiques, qui font faire des statistiques énormes et qui nivellent complètement la qualité et le goût. Voilà ce que j'avais donc à dire pour me présenter. Donc là, nous passons la parole à Sophie, qui nous fait l'honneur d'être là. Et Sophie, toi tu es directrice de la communication, donc chez Unilever. Et en fait, Unilever, je l'ai vraiment découvert sous un autre jour quand tu nous en as parlé à table. J'espère que tu vas pouvoir le faire partager à la salle. Voilà, donc je suis la représentante de l'industrie agroalimentaire. Alors donc Sophie Jaillet-Creusot, moi j'ai 20 ans d'Unilever, donc c'est une entreprise que je connais particulièrement bien, qui est une entreprise qui est très très engagée sur ces sujets-là, avec des marques qui sont présentes dans 5 ou 6 foyers. Il y a 5 ou 6 de nos marques dans chaque foyer en France. Donc on a fait partie du quotidien des Français depuis déjà presque 100 ans. Donc je suis passionnée par ce que je fais. Je suis passionnée par la force de l'industrie pour améliorer la qualité, pour travailler avec les filières, avec des engagements très forts chez nous comme chez d'autres en matière d'agriculture durable, puisque c'est aussi un peu le sujet. Je suis très intéressée par ce qui se passe dans le cadre des états généraux de l'alimentation, mais aussi dans le cadre de la coopération qui se met en place et de la co-création qui se met en place entre l'ensemble des parties prenantes, les producteurs, les ONG. On travaille différemment aujourd'hui pour vraiment prendre les problématiques environnementales et sociales beaucoup plus à cœur. Donc on avance et c'est un bon message. Maintenant, Unilever, c'est un terme anglais.
Et c'est vrai que les Anglais disent communément « I need food », ce qui positionne le truc tout de suite d'un point de vue rationnel. Nous, en France, on passe à table, on parle de ce qu'on a mangé la veille, pendant qu'on mange, et de ce que l'on mangera demain, toujours durant le même repas. Et je sais que chez nous, on a à cœur de faire vivre nos marques dans cet esprit-là aussi, avec un fort ancrage territorial et des marques qui sont très ancrées dans la vie quotidienne et dans l'agriculture locale. Voilà. Et le territoire, alors pour vous, est-ce qu'il est national ou régional ou européen, puisque c'est notre sujet? Non. Je prends un exemple très concret. Une mayonnaise qu'on mange aux Pays-Bas n'a rien à voir avec la mayonnaise qu'on va manger à Dijon. Voilà. Donc on fait des produits qui sont différents en fonction des habitudes de consommation locales. Et c'est hyper important parce que c'est une façon aussi de préserver notre patrimoine. Et donc, vous avez, pour nous situer un petit peu, là, donc les marques et les usines sont implantées sur le territoire, par exemple à Morat. Alors, on fait des soupes Knorr à Dupigheim en Alsace. On fait de la glace Carte d'Or et des glaces Magnum, par exemple, à Saint-Dizier. On a notre magnifique site d'Amoramaille à côté de Dijon, à 8 km de Dijon. Voilà, on est ancré dans la vie des Français depuis bien longtemps. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est, Angélique, c'est comment vous entendez ça? Est-ce que vous pensez que l'Europe a des compétences pour appuyer cette qualité alimentaire? En écoutant ce que vous venez de dire à l'instant, ça me fait penser à un débat très récent qu'on a eu au Parlement européen sur la question de la composition des produits. Et on voit au travers du débat qu'on a eu entre parlementaires qu'on a un prisme qui est très différent. Et en l'occurrence, nos collègues des pays de l'Est considéraient que la recette d'un produit agroalimentaire devait être stricto sensu la même du nord au sud de l'Europe et d'est en ouest. Et on a eu des débats très âpres entre nous parce que moi je suis convaincue que les produits doivent répondre à nos goûts, à notre histoire alimentaire, alors que eux considèrent que si le produit est différent chez eux, c'est qu'on va leur donner les produits les moins bons fabriqués en Europe. Et on a une vraie difficulté à ce niveau-là, et je considère que l'Europe ne devrait pas se mêler de certaines choses, et que quelquefois c'est contre-productif de vouloir se mêler de débats de ce type-là. Donc l'Europe a un rôle, mais l'Europe ne peut pas tout et ne doit pas tout. Donc l'Europe, Sophie, vous le voyez comme un levier ou un frein finalement? C'est un levier, parce que n'oublions pas qu'on ne vit pas tout seul sur la planète et que demain, il va falloir nourrir des milliards de personnes dans le monde. Donc l'Europe est une force pour pouvoir trouver de bonnes filières, de bonnes méthodes d'approvisionnement. Pour autant, chaque pays a une culture, une histoire, un patrimoine que nous devons absolument préserver. Donc c'est tout un enjeu, c'est un équilibre qui n'est pas facile, mais on doit toujours se replacer dans un contexte de mondialisation. C'est un terme que je n'aime pas beaucoup, mais demain, il va falloir nourrir 8 ou 9 milliards de personnes. Comment on va faire? Alors, 2050, l'échéance, ouais, 40 milliards, mais bon... en fait, j'ai l'impression que des fois, est-ce qu'on doit raisonner, là, on raisonne comme des franco-français. Les anglo-saxons, au niveau européen, s'en foutent un petit peu de la... C'est toute la richesse de l'Europe qui ne doit pas être un handicap. C'est justement la confrontation de ces cultures qu'il faut arriver à arbitrer, pour lesquelles il faut trouver, j'allais dire, l'accord intelligent entre, effectivement, des anglo-saxons qui se nourrissent, qui ont... Enfin, moi, je dois dire qu'à Bruxelles... c'est pas Strasbourg quand on va manger, hein, c'est très clair. Et pourtant, c'est la même institution. Hein. Y a la cantine est moins culture. Bonne. Ah oui, enfin, absolument rien à voir. Absolument rien à voir. Il y a cette culture nord-européenne, et puis il y a la culture plutôt plus latine, plus sud-européenne. Même les pays de l'Est ont une culture alimentaire très nourrie, très
très fournis, hein, et ils ont encore cette culture et ce rapport à l'agriculture qui fait que pour eux, les aliments ont encore une valeur. Et je crois que tout le débat est là. C'est finalement quelle place on accorde à notre alimentation dans les réflexions, pas uniquement dans l'arbitrage du porte-monnaie, quoi, hein, pour faire un peu court. Et moi, c'est un de mes grands regrets aujourd'hui au plan européen, c'est de ne pas être capable de décliner une, j'aime pas le terme de loi parce que c'est un côté un peu rigide, mais une politique. Voilà, je vais plutôt le dire comme ça, une politique de l'alimentation qu'on aurait pu adosser ou accrocher, je ne sais pas comment on peut le dire, à la politique agricole commune qu'on est en train de réviser. Parce que je considère aujourd'hui que face aux problématiques de santé publique auxquelles on a affaire, on voit le nombre de jeunes un peu partout en Europe, avec des taux d'obésité quand même relativement conséquents, qui d'ailleurs gagnent des pays qui avaient des cultures méditerranéennes d'alimentation. Et moi j'étais en Italie il n'y a pas très longtemps, j'ai été stupéfaite de voir le nombre d'enfants qui sont en surpoids en Italie, alors qu'on y mange énormément de légumes, que la cuisine méditerranéenne normalement, j'allais dire, est le bouclier contre ces problématiques de santé publique. Donc je crois que l'Europe aurait intérêt effectivement à développer une politique de l'alimentation que chaque pays pourrait décliner en fonction de sa culture alimentaire, sauf que aujourd'hui on est un peu aux abonnés absents. Alors il y a eu une communication de la Commission européenne sur l'alimentation dans lequel j'ai réussi à faire entrer un point qui moi m'est très cher, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire, hein, qui est pour moi une honte au plan européen. Mais ça se borne à relativement très peu de choses, cette communication sur l'alimentation. Donc il y a du travail à faire. Alors vous parlez de politique, mais en lien avec la santé. Et en fait, tout à l'heure, si je me souviens bien, je vais dire un gros mot, hein, excusez-moi. En fait, on a parlé de consommation patriotique, des soupes identitaires. Et là, si on parle du goût, du plaisir alimentaire, ça vous fait pas peur de revendiquer des choses Mais on peut très bien être très cocorico. Européen, moi ça me pose absolument aucun problème, et pour moi c'est un régal de discuter cuisine avec mon collègue belge quand on prend la voiture ensemble entre la gare et le Parlement, et on s'échange des recettes et vous lui dites que c'est pas bon? Non, je lui dis que c'est pas mon goût. Ah, c'est pas votre goût? C'est pas mon goût. Et lui il est content? Bah, écoutez, lui, il aime ce qu'il aime. Chacun. Mais c'est intéressant d'échanger. Bien sûr. C'est ça la richesse. On est d'accord. Par rapport au terroir, au territoire, Alain, j'aimerais avoir, toi, ton sentiment, et puis par rapport à ce que l'on vient de dire, comment tu vois l'Europe, toi, sur ton territoire? Tu fais tes conserves, tes bons produits, tu sers des étrangers, parfois tu les entourloupes, parce qu'ils mangent du concombre et tu leur dis pas alors qu'ils sont allergiques. Ah ouais. Non, moi, je vois deux aspects. Bon, moi, je suis un petit peu un peu le témoin. Bon, j'avais un projet il y a quelques temps de ça, de faire un échantillonnage de 28 recettes européennes. Donc d'écrire un petit laïus sur chaque recette, et puis ensuite, partant de là, j'ai commencé l'embryon d'un livre, d'un ouvrage. Et je me suis rendu compte que c'était extrêmement difficile de dissocier, comme en France, c'est déjà difficile, il y a beaucoup de régions différentes, de trouver la recette phare par pays, parce que beaucoup de pays sont plus petits que la France, qu'ils ont tous des influences avec leurs voisins. Parle dans le micro, parce qu'il y a des gens qui s'endorment déjà dans le fond. Là. Ah bon, d'accord, comme ça ira mieux. Et je me dis qu'en fin de compte, ça va être difficile, parce que ça, c'est moi, Français, qui vais cuisiner des plats européens, et quand je vais les fabriquer, même en ayant la recette, il y aura obligatoirement une influence de ma part. Donc ce ne seront pas en réalité de vraies recettes du pays que je souhaite mettre en Comme la rillette de Tours, là, ce qu'on a vu ce matin aussi. Un petit peu comme la rillette de Tours. Et je pense que si je dépasse un petit peu pour être bref, je pense qu'on a oublié un élément majeur, c'est que l'agroalimentaire s'empare d'un dossier quand il y voit son intérêt. Et si on prend un exemple, supposons qu'il y a dans un club célèbre à Paris ou ailleurs, un club de foot, on prenne un des meilleurs joueurs qui viennent de Hongrie, et que ce joueur déclare à plusieurs reprises qu'il adore la goulash.
je suis quasiment persuadé que certaines entreprises de plats cuisinés vont dire « mais c'est formidable, on va faire de la goulash ». Première réponse, donc c'est intéressant. On va aller au-devant de la culture gastronomique européenne. Sauf que ces mêmes fabricants vont immédiatement intégrer ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire deux éléments, les deux P, le prix et les panels. Et vont réunir les entreprises qui vont fabriquer cette goulash en demandant à un panel qu'est-ce qu'ils en pensent. Et ce sera certainement celui qui aura le plus de suffrages qui sera désigné comme vainqueur, mais pas forcément celui qui aura la recette qui ressemble le plus à la goulash hongroise. Parce qu'il y aura ce besoin de vendre en France ce produit à un prix déterminé. Donc là, on est loin de ce que représente réellement. Et pour toi, c'est un défaut, parce qu'en fait, c'est juste trouver le goût pour le plus grand nombre, c'est s'adapter. Non, pas forcément, parce que le plus grand nombre va croire manger une vraie goulash, alors qu'il aura une goulash édulcorée, qu'il aura une goulash qui n'aura pas le goût de poivron, de paprika et autres. Hein. D'accord. Donc ça ne sera pas la goulash qu'on mange en Hongrie. C'est un exemple que je prends. Mais oui, mais moi je vais avoir accès. Mais bon, on va pas se lancer sur ce terrain. Par rapport à ce que je veux dire, c'est l'identité. Toi, il n'y a pas d'identité très forte du territoire. C'est-à-dire que tu es dans ta région, donc c'est la Bourgogne, et finalement, tu es prêt à faire des produits d'autres régions. Oui, mais je me suis rendu compte que c'était très difficile. Par contre, si je prends l'exemple de mes tables d'hôtes, quand nous avions des Allemands, beaucoup de Belges, des Néerlandais, des Suisses, des Britanniques jusqu'en 2008, après on les a pas revus, on ne s'adaptait pas, je ne m'adaptais pas à leur éventuel goût. Je faisais la cuisine que j'avais l'habitude de faire. Et hormis quelques petits exemples, ils étaient tout à fait adhérents à cette cuisine parce qu'ils découvraient des nouvelles saveurs, des nouvelles présentations, des nouveaux produits. Hein. On parlait des abats, j'ai fait manger du foie de volaille, puisque je suis en Bresse, du foie de volaille en pagaille, ou des rognons à toute l'Europe. Hein. Donc toi, tu revendiques la différence et tu revendiques la spécificité de la production et pas la généralisation. Bien sûr, il faut la garder, il faut la préserver. Mais oui, mais pour 50 milliards d'êtres humains, comment tu vois les choses, toi ? Eh ben, chacun fera dans son coin, Chacun son potager. Chacun son potager, dès l'instant où il aura une identité, dès l'instant où il correspondra à quelque chose. D'accord. Sinon, ça n'a plus de sens. Donc demain, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Et je suis attristé de voir que, malheureusement, on mange trop souvent des produits qui veulent plaire à tout le monde. Un cuisinier, il a sa façon de faire, il a son coup de patte, il doit s'en tenir là. Il ne faut pas qu'il se tienne, qu'il se dise, il faut que je plaise au monde entier, à l'Europe. À t'écouter, on n'a pas besoin d'Europe, alors. On n'a pas besoin de l'Europe, là. On a besoin de l'Europe, si, pour essayer de faire un répertoire, d'essayer d'expliquer que, effectivement, si vous n'êtes pas habitué à manger du paprika ou du poivron, il faut faire attention parce que c'est plus difficile à digérer. Mais il faut rester quand même identitaire de ce niveau-là. Edwidge, qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Alors moi, je vais forcément donner mon avis sur ce que je vis au quotidien, sur le terrain. Pour moi, il y a deux lignes essentielles en fait dans l'alimentation des enfants et des jeunes adultes, et effectivement intrinsèquement dans le développement du marché des produits agroalimentaires. Donc la première chose pour moi, c'est effectivement l'Observatoire des inégalités a mis en lumière il y a quelque temps que tout à l'heure Angélique parlait d'obésité. On a un taux qui est double, un pourcentage qui est double en termes d'obésité chez les jeunes dans la catégorie des agriculteurs ouvriers employés par rapport au cadre supérieur. Donc je pense qu'effectivement la région, alors là on parle de la France, mais on pourrait l'étendre à l'Europe, je pense qu'effectivement la situation géographique, et là je vais parler de la mienne, c'est-à-dire la région des Hauts-de-France, on a une situation sociale des parents et des familles qui n'est pas forcément des plus aisées, et on a forcément une disparité évidente dans la compréhension des enjeux nutritionnels. Voilà. Donc je pense qu'il y a réellement un problème à la maison. Le deuxième angle, c'est une notion de commensalité qui est de plus en plus absente des foyers. Aujourd'hui, on a pour moi un réel problème d'éducation alimentaire. Et cette éducation alimentaire, bien entendu, elle passe par l'école et par l'éducation nationale. Et il est d'ailleurs dommage qu'on n'envisage pas d'évoquer ces problèmes dès le plus jeune âge.
On fait quelques actions, mais pour moi, à mon sens, c'est pas assez. Ce problème d'éducation alimentaire, il est lié à deux choses. Au travail des parents. Les parents travaillent de plus en plus. La maman travaille aussi de plus en plus. Donc effectivement, on a recours de plus en plus à ces produits. Et puis on a aussi un manque de connaissances. Je pense qu'effectivement, avec le développement des travails des femmes, il y a quelque chose qui s'est cassé un petit peu dans cet héritage gastronomique. Les grands-mères ont donné un petit peu moins aux mères et les mères donnent encore un petit peu moins à leurs enfants aujourd'hui. Et maintenant, c'est donc l'agroalimentaire qui fournit des plats exactement, cuisinés. Non, mais attends, parce que juste, effectivement, il y a quelque chose que l'on perd. On est conscient de ça. Et je reviens à cette idée, c'est et même la distribution, puisque je sais pas, tu as vu, il y a des supermarchés maintenant dans le nord de la France, en particulier, qui ont installé des cuisines pour vendre en direct donc des plats cuisinés, préparés sur place, on ne sait pas avec quel produit. Semi-élaborés, oui. Donc voilà, parce que effectivement, on n'achète plus de produits bruts. Donc voilà, donc ah oui, non, mais attends, le marché s'écroule, donc eux, ils récupèrent un marché qui est finalement, normalement, c'était la cuisine à la maison, c'était la restauration. Donc effectivement, les choses changent. C'est ça, tout à fait. Les grandes et moyennes surfaces, et puis les services marketing, effectivement, de l'agroalimentaire, ont bien saisi cet enjeu. Je pense qu'effectivement, il y a un réel marché sur l'agroalimentaire à prendre là-dessus. Et d'ailleurs, on le retrouve quand on étudie les publicités au fil des années. On s'aperçoit qu'effectivement, cette notion de terroir et actuellement cette notion de nature, naturelle, l'alimentation biologique, on sait que les jeunes parents, faute de temps, essaient effectivement de se rassurer quelque part en achetant peut-être de l'alimentation avec des labels, avec un label biologique, pour se dire bon, j'ai pas le temps, mais je dédramatise parce que j'achète quelque chose de bon à mes enfants. Et ça, je pense qu'effectivement, le marketing l'a bien compris. Mais moi, j'ai vu des parents rassurer leurs enfants en achetant effectivement une pizza, de la glace, d'autres produits. Oui. Alors là, je pense que c'est plus un problème d'éducation alimentaire, c'est un problème d'éducation tout court. D'accord, donc en fait, il faudrait passer par l'éducation alimentaire. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui devrait être européen ou au niveau français? Je sais pas. Alors, on a une culture française qui est bien différente, une culture alimentaire avec des habitudes alimentaires, avec des traditions alimentaires qui sont effectivement différentes d'un pays européen à l'autre. Il suffit de prendre le cas de l'Allemagne, effectivement, où le jeune enfant emmène son repas du midi dans son cartable et le mange en classe. Donc je pense qu'il n'y a pas quelque part, on peut pas réellement comparer les différents pays d'Europe. Cependant, il est quand même nécessaire de dire que la reconnaissance par l'UNESCO du repas gastronomique des Français au patrimoine immatériel, c'est un réel atout dans l'ouverture du débat pour nos jeunes. Parce qu'en fait, ce qu'on a voulu reconnaître à travers ce label, à travers cette reconnaissance, c'est non pas les grands chefs français, c'est non pas l'ego des grands chefs de dire on a la meilleure cuisine au monde. C'était pas ça l'enjeu. Et c'est comme ça que ça a été compris au départ. Mais l'enjeu, c'est de dire, voilà, ce qu'on inscrit au patrimoine immatériel, c'est le poulet du dimanche, c'est la blanquette qu'on va manger chez mamie le week-end, c'est le repas de famille. Et ça, malheureusement, je constate quotidiennement qu'on est en train de perdre ces valeurs en France. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Enfin bon, vous voyez, un blanc. Les micros vont pouvoir circuler. J'ai vu que nos Européens étaient là, les juristes, parce que bon, on a parlé beaucoup de vous à table et puis tout à l'heure en introduction. Peut-être moi, j'apporterai un complément parce que je pense que l'Europe peut avoir un rôle à jouer si on prend les choses sous l'angle de la santé. Et c'est ce qu'on a fait. Moi, j'ai fait partie de ce groupe de professionnels qui a porté ce projet au plan européen. C'était un fruit et un légume à la récré, sous l'angle de l'éducation. Et maintenant, il y a le lait aussi. Alors, le lait était beaucoup plus ancien et le lait avait une autre connotation. C'était pour faire consommer du lait. Alors que le programme Un fruit et un légume à la récré, c'est pour réintroduire des produits qui permettent un meilleur équilibre alimentaire et qui sont très souvent absents des menus dans beaucoup de foyers. Et aujourd'hui, c'est quand même un des rares programmes qui est à 100%
financés par l'Europe. Donc on est sur l'alimentation et sur l'éducation à l'alimentation. Voilà. Et je trouve qu'en France, on ne sait pas utiliser ce programme parce qu'on a une stratification de la décision entre la commune, le département, la région, chacun ayant son champ de compétences. Et de fait, on n'est pas très très bon par rapport à nos camarades espagnols et italiens. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il y a quand même un budget de 100 millions, finalement, qui n'est pas utilisé. Il était utilisé de quelques centaines de milliers d'euros, parce que, finalement, les restaurants collectifs, les établissements scolaires n'arrivent pas à monter le dossier. Ça, c'est une parenthèse. Mais bon, la démarche est intéressante, mais ils l'ont lancé, ils l'ont développé aussi pour le lait. Donc, on est revenu comme Mendes France. Vous vous souvenez, le verre de lait à l'école, ça remplaçait le vin rouge. Ce serait bien que le vin rouge revienne. Le résultat. Hein. On va voir au niveau européen. Alain, qu'est-ce que tu... Je dis, tu vois le résultat, Mendes France. Hein, j'en ai eu du lait, Mendes France. C'est vrai? Ah bah oui. T'as pas d'allergie? Et j'ai été un des premiers spectateurs de l'émission de Raymond Oliver. Hein, donc j'ai du témoignage derrière moi. Vous voyez, il y a de l'histoire. Alors justement, ce que je voulais ajouter au débat, qui est intéressant, c'est que dans les années 70, on s'est aperçu d'une chose terrible. C'est que toutes les industries, tout confondu, destinées aux consommateurs, faisaient des produits du bas de leur gamme, du bas de la gamme. À l'époque, prenez Citroën, Citroën avait la DS, et ensuite il y avait la 2 chevaux qui était le bas de la gamme. Et contre toute attente, l'industrie agroalimentaire a oublié le la. Et au lieu de faire du bas de la gamme, par exemple, une crème de foie de volaille, c'était mon bas de la gamme, dans la mesure où c'est pas cher, et c'était le prix le moins cher de ma gamme. Ils se sont mis à faire du bas de gamme. On a évoqué ça tout à l'heure, justement, avec des produits, finalement, qui étaient moins chers. Mais c'était aussi peut-être une démarche pour que l'alimentation soit moins chère. Oui, ça c'était très bien. Michel Lédouard, il n'est pas là? Non. Oui, mais on peut très bien faire des produits pas chers, mais de qualité. Oui. Or là, on faisait des produits bas de gamme, de qualité médiocre. Et on disait, pour ce justement... Mais ça c'est fini, tu le dis à l'imparfait. Ah non, c'est pas fini du tout. Ah mince. C'est pas fini du tout. Je suis désolé, il y a encore, malheureusement, il y a encore des gens qui chassent le centime pour essayer de faire des produits, je ne parle pas de tout, hein, mais il y en a encore, hein, il y en a encore. Et malheureusement, on tombe dans le piège du bas coût et donc de la qualité médiocre. Donc il faut intégrer ça avant de parler d'autre chose. Hein. Alors justement, je pense que là, Sophie, il faut que tu prennes la parole. L'industrie, c'est quand même bougé ces derniers temps. Il y a quand même des choses qui ont changé. Tu nous parlais des soupes Nord. Mais l'industrie, le fait de fabriquer des produits d'alimentation pour un nombre important de consommateurs, c'est aussi un gage de sécurité alimentaire, de qualité et de qualité avec des approvisionnements qui sont parfois locaux, parfois européens, mais qui permettent de faire quand même des produits qui vont garantir une certaine sécurité alimentaire. Je citerai un exemple qui est assez intéressant pour moi. C'est ce que l'industrie agroalimentaire, puisqu'on on a une partie restauration collective, fait dans les maisons de retraite en France. C'est ça. Et en fait, on travaille beaucoup avec des chefs parce qu'on a des gammes de restauration collective, pour travailler avec des chefs dans les maisons de retraite pour justement réintroduire du goût, réintroduire des saveurs et permettre... Et des nutriments aussi. Et du nutriment, et permettre aux personnes qui vivent dans les maisons de retraite de retrouver une appétence qu'elles avaient perdue, justement en leur évitant de manger des sachets, etc. C'est notre rôle. On a un rôle d'éducation, on a un rôle de veiller aussi à la qualité des approvisionnements. Je veux dire, à Moramaille, je suis désolée, mais c'est de la moutarde avec des graines de Bourgogne, quoi qu'on en dise. Quand vous allez, alors je vais vous inviter à venir visiter notre usine Knorr à Dupigheim. Comment on fait une soupe? Comment on fait une soupe de manière industrielle? Eh bien, ça commence par des légumes qui sont issus de l'agriculture durable et qui arrivent et qui sont cuits dans des gigantesques marmites avec des chefs
sans conservateur et sans additifs. Donc il faut arrêter de diaboliser. Je veux dire, il y a du bas de gamme, mais il y a aussi des industriels qui ont la volonté de faire évoluer les standards et qui s'engagent. En fait, oui. Je rajoute un mot, je suis ravi que votre société, enfin vous, les sociétés, aient rejoint ma démarche que je faisais comme M. Jourdain, puisque je ne savais pas ce que je faisais les qualités. Moi, j'ai jamais mis un conservateur ou quoi que ce soit, un colorant ou un additif dans mes produits, ils se vendaient très très bien. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très bien que vous redressiez la barre, que vous fassiez une démarche qualité et qui est donc au bout du compte quelque chose de plus agréable, mais on reste quand même et vous restez quand même, et c'est très bien, hein, c'est votre secteur d'activité, dans une notion de plaire au plus grand nombre, parce que si vous en faites des quantités astronomiques, il faut que ça puisse se vendre aussi, hein. Donc il est nécessaire que ça plaise au plus grand nombre. Si on prend l'exemple de certains restaurants indiens, pakistanais, ben vous avez dans les menus, vous avez toujours force faible, moyenne et très forte, et vous êtes capable de choisir en fonction de vos goûts si vous allez prendre quelque chose de très assaisonné ou de pas assaisonné du tout. Là, vous ne donnez pas le choix au consommateur, même si vous avez fait des progrès gigantesques. Hein. Non, attends, je pense que là justement, on touche la question du consommateur. Le consommateur, finalement, il prend ce qu'il veut. Le problème, c'est que là, nous, on est tous des personnes averties. Alors ça, effectivement, je pense que si je pouvais leur demander ce qu'ils consomment, on serait... Enfin, je pense que tout est qualitatif, là. Hein. Vous mangez bien, vous. Ça se voit. Mais le consommateur, je suis désolé, aujourd'hui, il dépense plus d'argent pour son téléphone que pour son alimentation. On a un problème, on l'a vu sur en fait, l'éducation alimentaire, l'information. Et en fait, Unilever, moi... parce que j'étais assez étonné, hein, je l'ai vu dans les maisons de retraite, ce que vous faisiez, vous répondez vraiment à une demande, pour le plus grand nombre. Et là, sincèrement, j'ai pas vu un chef pouvoir répondre à ça, c'est-à-dire lutter contre la dénutrition des personnes âgées à un tel niveau. Bon, donc finalement, vous avez quand même tout un travail de recherche et développement qu'un chef, un artisan ne peut pas avoir. Mais on travaille avec des chefs. Oui, on travaille avec des chefs. Je dis pas pour développer des gammes, comme ça se faisait dans les années 80, mais ne serait-ce que pour trouver les meilleurs goûts, les meilleures saveurs et les meilleurs approvisionnements. Moi, il y a un point qui m'intéresse beaucoup, c'est la notion de transmission du geste. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a plus de transmission du geste? Parce qu'aujourd'hui, dans les familles aussi qui ont de plus en plus de mal à vivre, on constate 80% de familles monoparentales. Familles monoparentales, beaucoup de femmes, principalement, qui travaillent ou pas, mais en tout cas qui ont un vrai problème pour cuisiner et pour transmettre. Donc le rôle de l'agroalimentaire, et je vais citer un autre exemple, on a une autre marque, j'ai pas envie de faire l'apologie de nos gâteaux, mais il y a une autre marque qui fait des gâteaux. Qu'est-ce qu'on fait pour essayer de redonner un tout petit peu d'esprit de transmission du geste, plutôt que de faire un gâteau tout fait où vous mettez tout dans le moule et basta. On incite à réintroduire un ou deux aliments, des œufs ou du beurre, pour permettre de manière très rapide de faire un gâteau qui ne vaudra pas un gâteau fait maison, mais qui permettra un échange dans un temps très réduit pour une mère de famille par exemple, ou pour un père de famille le soir. Donc la transmission du geste aussi, c'est quelque chose sur lequel on a un rôle à jouer. En fait, cette perte d'héritage, clairement, on va de plus en plus vers la facilité parce qu'on ne sait plus faire. Voilà, je vais prendre l'exemple de la soupe. Vous allez me dire, tout le monde sait faire une soupe? Eh bien non, tout le monde ne sait pas faire une soupe. Moi, j'ai des élèves qui arrivent au lycée, qui ont 14 ans et qui découvrent ce que c'est qu'une aubergine ou une courgette. Donc, effectivement, oui, c'est inquiétant. C'est un constat qui est alarmiste, sauf que c'est une réalité. Et que quelque part, ces industries proposent un service, comme il y en a d'autres, effectivement, pour répondre à un besoin alimentaire. Parce qu'il y a la facilité. Je vous ai dit tout à l'heure, si vous aviez des questions, des interventions, parce que bon, le débat, vous voyez, il va tourner entre tous les quatre, mais j'aimerais bien qu'il y ait des réactions dans la salle. N'hésitez pas à le faire savoir. C'est vrai qu'au niveau de l'éducation alimentaire, encore, il y avait Jean-Pierre Coff qui, grâce à lui, au scandale, il a crié, vous savez, le poisson carré, tout ça. Maintenant, ça va plus loin. Dans les grandes villes, on voit bien les enfants
ne pas distinguer, enfin encore très récemment, c'était cette semaine, un enfant, finalement, il voit un poivron rouge et il dit c'est une tomate. Mais oui, mais j'habite à Paris, je l'ai dit tout à l'heure, excusez-moi. Donc voilà, mais on va avoir le problème de l'alimentation des villes. Et c'est vrai que par rapport à l'Europe, est-ce que l'Europe peut agir quand elle signe des contrats internationaux avec le Canada, où on a vu que la culture du Canada alimentaire est totalement différente? Est-ce qu'elle peut agir au niveau de cette nécessité de revenir à un savoir-faire, de revenir à une connaissance? En plus, les villes se développent. Je vais juste faire une petite page de publicité. J'avais écrit un article qui s'appelait Le mangeur des villes non, le mangeur citoyen doit s'emparer des villes, ou s'empare des villes. Et en fait, je l'ai mis sur le réseau et j'ai eu quand même pas mal de retours. C'était suite à l'étude de Nicolas Bricard, Supagro, et Damien Conaré. Et je trouvais ça très intéressant, c'est qu'en fait, on voit bien sur les territoires une volonté de se réemparer de son alimentation, mais au niveau de l'État, pour moi c'est perdu, et au niveau européen c'est encore plus perdu. Ça peut être perdu si on ne se bat pas. Oui, mais vous vous battez sur des lois. En tous les cas, il y a une chose qui est certaine, il y a effectivement cette question de la cuisine, de l'appropriation des aliments, mais moi ce qui m'importe aussi, c'est la qualité des aliments. Oui, mais alors la qualité, alors ça c'est très clairement, au plan européen, moi il y a une chose qui doit évoluer, c'est au niveau des accords commerciaux qui sont passés entre l'Europe et d'autres régions du monde, la nécessité d'inscrire dans le marbre le fait que les produits qu'on importera des autres régions répondent stricto sensu aux standards européens qui sont les nôtres. C'est-à-dire ce qu'on impose aux agriculteurs, alors je ne parle pas des agriculteurs français, parce qu'en France on en rajoute des couches par rapport à l'Europe, mais le reste de l'Europe n'est pas responsable de la façon dont la France traite son agriculture. Mais au moins au niveau européen, qu'on n'accepte pas dans les accords avec les autres régions du monde des produits qui ne répondent pas aux standards. Moi, je me suis beaucoup accrochée, par exemple, sur la révision de la directive produits biologiques, où on m'a expliqué très gentiment que, évidemment, ça faisait 4 ans qu'ils négociaient et que maintenant, j'étais bien gentille d'arriver avec mes gros sabots en disant « mais moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on importe des bananes d'Équateur qui n'aient pas les mêmes standards agriculture biologique que ce qu'on impose aux producteurs de bananes des régions ultra-périphériques européennes, parce qu'on n'en fait pas sur le continent, mais... » Et on m'a dit, ah ouais, non, mais on va mettre ce qu'on appelle une équivalence. C'est-à-dire que c'est quelque part un fonctionnaire dans son bureau qui va décréter que la banane équatorienne est équivalente à la banane de Guadeloupe. Ben non. Elle est... ou elle correspond au même standard, ou elle ne correspond pas. C'est ce qu'on appelle la conformité. Et moi, systématiquement, dans tous les textes qui touchent à ces questions-là, j'inscris systématiquement un amendement en demandant qu'il y ait conformité à 100% dans les accords de réciprocité commerciaux. Donc là, quand je vous écoute, en fait, vous parlez essentiellement d'une politique liée à la santé, à la qualité des produits, on va dire d'un point de vue peut-être organoleptique, mais... C'est vrai qu'on était là en train d'évoquer tout le problème du savoir-faire et le problème de l'éducation alimentaire. Et ça, je pense que l'Europe ne peut pas l'aborder. Si, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a été capable de faire au plan européen un programme, un fruit et un légume à la récré. C'est un programme d'éducation à un équilibre alimentaire. Alors, il y a la question de la santé, mais pas que. Savoir rééplucher un légume, savoir le reconnaître, savoir à quoi on peut s'en servir, savoir comment on le conserve. Quand je vois qu'on met des tomates dans le bac à légumes, moi, ça me fait faire des bonds au plafond. Après, on dit, ah bah ouais, mais les tomates de serre n'ont pas de goût. Bah évidemment, n'importe quelle tomate, qu'elle soit de jardin, d'abord, c'est la variété qui fait le goût de la tomate, plus que le terroir dans lequel elle a été cultivée. Et puis, c'est la façon dont on va la conserver. Si elle est cueillie à maturité, mais qu'on la met à 4 degrés et
qu'elle a voyagé dans un camion frigo à 4 degrés parce que dans le même camion on y met de la marée, évidemment le goût il est cassé et c'est foutu. Faites l'expérience avec des fraises, n'importe quel fruit et légumes à goût, si vous le mettez à 4 degrés, vous le ressortez, il n'a plus de goût du tout. Donc il y a aussi un problème de savoir-faire sur la logistique et sur la façon dont on conserve le produit. On est d'accord, et c'est vrai qu'on revient souvent, et la tomate c'est incroyable, on reparle toujours de la tomate, ça c'est l'exemple. Écoutez, moi j'ai fait des tomates de serre jusqu'à il y a à peu près 20 ans, et puis quand on a changé les variétés, j'ai dit, moi les variétés qu'on me propose aujourd'hui, ça me plaît pas parce qu'elles n'ont pas de goût, et on a arrêté de faire de la tomate. J'ai dit, quitte à faire un produit qui n'a pas de goût, on va faire du concombre, parce qu'on ne sera pas déçus. Hein. Le concombre. Et donc la tomate... La tomate, j'avais des collègues à l'époque, j'étais encore pas maraîchère, bien que mariée à un maraîcher, je travaillais dans l'industrie. Et un jour, mes collègues du bureau me disent, oh, de toute façon, les tomates de goût, c'est dégueulasse, ça n'a pas de goût. J'ai dit, écoutez les filles, je vous amène des tomates du jardin, qui n'étaient autres que des tomates de serre. Elles les ont mangées. Elles m'ont dit, oh, qu'est-ce qu'elles sont bonnes tes tomates. Mais évidemment, elles étaient cueillies à maturité et elles n'étaient pas passées dans un réfrigérateur ou dans un camion frigo. Voilà, c'est ça Alain, la réalité. Alain, tu ne nous parles pas de ta terrine au concombre, ça va prendre du temps. Non, d'accord. Je dirais simplement que ça ne se décide pas, ça ne se commande pas, mais un petit rapide sondage nous montrerait qu'il y a du chemin à faire. Il faudrait que dans chaque foyer, il y ait 2 frigos. Un frigo pour les viandes à basse température et un frigo pour les légumes, les fromages. Il n'y a plus de cuisine, Alain, mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a plus de cuisine. À Paris, on n'a pas de place, on a des petits appartements, mais je n'ai que 2 frigos dans ma chambre, qu'est-ce que je vais faire, moi? Rien, mais enfin, vous verrez le résultat, effectivement. Mais non, mais attends, mais c'est... se conserver des légumes aussi. Mais je mange toujours dehors. Mais non, non, c'est pas vrai. Regarde. Bon, il y a une intervention, il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose. Oui, voilà. Je savais bien. Si vous parlez de tomates, je vous jure, je vous arrête. Non, promis, je ne vais pas parler de tomates, mais on sera pas loin du concombre quand même. Je voulais vous demander, Madame Jaillet, j'ai été ravi d'apprendre que la moutarde... Angélique. Sophie. Revenait à Dijon et que c'était bien des graines de moutarde bourguignonne. Qu'en est-il du cornichon? Est-ce que Maille s'engage dans la filière de cornichon qui renaît un tout petit peu timidement en France du cornichon français, étant donné que jusque-là, le cornichon vient essentiellement d'Inde? Est-ce que vous savez pourquoi le cornichon vient d'Inde? Parce que c'est moins cher. Pas du tout, monsieur. Parce que pour faire des bons cornichons, il faut faire plusieurs récoltes dans la journée. Moi, je ne suis pas maraîchère, hein, je ne vais pas utiliser les bons termes. Et que les consommateurs aiment, en France, les petits cornichons croquants. Et que pour avoir des petits cornichons croquants, il faut passer dans le champ plusieurs fois par jour. Et en France, il n'y a pas les capacités pour le faire. Donc nous aidons la filière, mais hélas, il n'y a pas la capacité, les ressources nécessaires pour pouvoir cultiver en France du petit cornichon croquant qu'on peut ramasser plusieurs fois par jour dans son champ. Le champ n'est peut-être pas le terme, voilà. Voilà, quant à la moutarde, excusez-moi, mais c'est un sujet que je connais bien, elle n'a jamais quitté Dijon. Vous avez utilisé le verbe revenir. La moutarde de Dijon, notre moutarde n'a jamais quitté Dijon. Elle a quitté le centre de Dijon pour être fabriquée à 8 km à Chevigny-Saint-Sauveur. Et à Beaune. Je parle de... Donc la moutarde de Dijon est fabriquée avec des graines françaises. Là encore, pourquoi est-ce que ce n'est pas 100% de graines françaises? Vous savez pourquoi? Parce que nous approvisionnons à peu près à 50% de la capacité disponible en France. Si on pourrait tout acheter, on est une multinationale. Et pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'il faut laisser aussi la graine française aux autres producteurs français. C'est tout. Est-ce que ça vous va? Parce que monsieur est géographe, hein. Tu aurais pu te présenter quand même. Non mais le vrai sujet, je confirme, quel que soit d'ailleurs le légume, le cornichon est un produit très particulier parce qu'il faut, comme la courgette, si on veut faire de la petite courgette, la ramasser plusieurs fois effectivement dans la journée, au moins comme la traite des vaches, hein, au moins le matin et le soir, mais c'est 7 jours sur 7. Et ça, d'abord, la réglementation du travail ne le permet pas.
peut pas travailler 7 jours sur 7. Il y a obligatoirement une période de repos et ça peut se comprendre. Mais moi, cet été, je suis parlementaire, mais tout l'été, pendant les vacances parlementaires, je travaille sur l'exploitation avec mon mari. Cette année, pour embaucher des salariés, il a fallu que j'en ai, pour en garder un, il a fallu que j'en embauche 10. Donc c'est vous dire la pénurie de main-d'œuvre qu'il y a dans le secteur du maraîchage. Alors de l'arboriculture, c'est à peu près la même chose. Et dans le reste de l'agriculture, on est effectivement donc, avec un gros problème. Donc en fait, Sophie, tu soulignais le problème peut-être de production en France pour vous, multinationales. Mais je voulais aborder avec toi, finalement, nous là, on est des élus, tu nous donnes une information. Moi, j'avais pas cette information sur le cornichon. Je peux pouvoir le dire à ma copine, elle me dit que je suis Ça m'étonne pour un journaliste, parce que franchement, Laurent, le cornichon d'Inde, c'est un marronnier tous les étés. Hein, bon, d'accord. Alors, il y a quand même maintenant des outils de communication qui nous permettent d'avoir un certain nombre d'informations. Tout le monde connaît Yuka. Ouais, ça va. Vous l'utilisez? Qui utilise Yuka, juste pour voir comme ça? Oh, ben c'est que les jeunes, là, je vois, oui. Donc, Yuka, donc c'est un outil, tu peux juste préciser, avec le téléphone, donc on a la lecture... Moi, je ne travaille pas pour Yuka, mais c'est une appli, comme tant d'autres, qui permet de scanner avec le code EAN, donc le code barre du produit, et d'avoir sa composition avec les principaux nutriments, un indice... un indicateur environnemental qui est fondé sur bio ou pas bio et un indicateur sur les additifs. Voilà. Et est-ce que c'est bien cet outil? Est-ce que c'est les outils de demain pour nous dire que finalement, voilà vers quoi on peut tendre, la qualité alimentaire, ce sera ça? Ce qui est important, c'est la transparence. Et là-dessus, les consommateurs, nous-mêmes, enfin, je crois que l'ensemble des personnes, enfin, nous, on va dire les parties prenantes, la transparence, c'est essentiel. Et que le consommateur sache ce qu'il a dans le produit qu'il achète, c'est absolument essentiel. Après, il y a tellement de variations d'indicateurs et vous pouvez prendre le même produit et le scanner avec, il y a à peu près maintenant presque une dizaine d'applications différentes. Vous obtiendrez des scores totalement différents pour le même produit. Le consommateur, il a besoin de transparence. Mais quand on voit une étiquette aujourd'hui, c'est quand même hyper compliqué de s'y retrouver. Entre la réglementation... Les étiquettes, on a le spécialiste là-haut, il faut nous dire un mot. On en revient un peu toujours au même problème, c'est-à-dire, voilà, il y a 20 ans, nos parents, il y a 40 ans, 50 ans, nos grands-parents n'avaient pas besoin de Yuka pour s'alimenter. Et aujourd'hui, Yuka, c'est un bel outil, un outil qui est valable essentiellement pour les produits transformés, pour moi, parce que Yuka, si vous scannez du miel, par exemple, il va vous dire que c'est trop sucré. Voilà. Donc c'est bien pour les consommateurs d'aliments agroalimentaires transformés. Après, c'est pas fait pour bien manger pour moi. C'est pas avec Yuka qu'on va faire nos courses. Et donc l'autre, alors j'oublie, c'est Nutrinet, c'est ça, Nutri-Score. Ah, ça c'est pour Angélique, hein, le Nutri-Score. Ouais, écoutez, ça répond à la même, voilà, l'idée c'est de donner une indication par un code couleur de A à E au consommateur si le produit qu'il achète est bon ou pas. Et c'est très, là encore, c'est très aléatoire parce que je veux pas rentrer dans des débats techniques, je suis pas spécialiste, mais si vous voulez, souvent les indicateurs sont basés sur le 100 millilitres ou le 100 grammes. Or, ce qui compte, c'est la portion de ce que vous mangez en termes de calories et de composition nutritionnelle. C'est pas de savoir si 100 millilitres de, je dis n'importe quoi, d'une glace, c'est bon ou pas. Ce qui compte, c'est de savoir si la portion que vous prenez, qui peut être, je sais pas, une portion de glace, j'en sais rien, combien c'est, est bonne ou pas au point de vue de l'équilibre des nutriments. Et alors, je regrette que Claude ne soit pas là, Fischler, parce qu'il vous aurait dit que de toute façon, et c'est le Crédoc aussi qui dit ça depuis tellement d'années, ce qui compte, c'est l'équilibre alimentaire. On ne mange pas qu'une chose. Donc, ce qui compte, c'est l'équilibre alimentaire sur la journée.
voire sur la semaine, je crois. Hein. C'est comme tout, c'est une question de ne pas abuser, pas des bonnes choses, mais de ne pas abuser de certains aliments par rapport à d'autres. Depuis le Moyen-Âge, je pense que dans les livres que je lisais, il y avait toujours cette notion de jamais consommer trop de produits, voilà, de telle ou telle chose. Mais enfin, le vrai sujet derrière, c'est la lisibilité pour le consommateur. Or, aujourd'hui, enfin, moi-même la première, je suis incapable de déchiffrer tout ce qu'il y a sur les étiquettes. Mais, ça ne me oui, mais alors justement, est-ce que l'Europe... Donc, je crois qu'il faut se réfugier derrière des choses beaucoup plus, j'allais dire, basiques, de connaître nos besoins nutritionnels, parce que le mien n'est pas le même que le vôtre. Ça va dépendre de mon activité, ça dépend de ma corpulence, ça va dépendre de mon âge. Donc je pense que la première des choses, c'est de bien comprendre ce dont on a besoin en termes de besoins alimentaires quotidiens. Et après, d'être capable de le fractionner. Ouais, ça me paraît compliqué. Moi, et ça, je pense qu'on n'a pas suffisamment d'éducation à l'alimentation et donc à la diététique. On revient donc à l'éducation alimentaire, oui, mais qui devrait être une éducation aussi diététique. Diététique, j'aime bien, même si j'ai fait un dossier sur la nutrition. Mais pas que. Voilà. Mais pas que. Enfin, moi, j'ai fait encore partie de cette génération-là où en travaux pratiques, on avait couture et cuisine. Alors ça fait vachement ringard quand je dis ça à mes filles, mais finalement, quand elles se trouvent derrière la cuisinière, elles me disent, bah oui, mais toi t'as appris des trucs que moi j'ai pas appris. Mais à culpa que je leur ai pas forcément transmis. C'est vrai. Je comprends pourquoi j'ai des problèmes avec les filles maintenant. Non, Alain, vas-y, continue. Non, mais je continue pas. Je voulais simplement revenir justement sur la qualité des produits. Monsieur nous a présenté ce matin la liste de toutes les volailles, enfin de tous les poulets IGP. Comment faire quand vous avez des gens en contact direct? Je reviens à mon expérience chambre d'hôte et table d'hôte. Nous étions à la frontière de la Bresse, donc hormis les foies de volaille, je préparais beaucoup de poulets, notamment des cuisses de poulet fermier. Et quand vous recevez des petites réflexions du style « c'était très bon, mais c'était pas assez cuit votre poulet ». Ah bon, pourquoi? Vous voyez, il reste un petit peu de viande attachée à l'os. Alors quand on vous le fait une fois, on dit bah, ce mec-là, il est complètement taré, il ne comprend pas. Quand on le fait deux fois, ça commence, on se pose des questions, on vérifie, on contrôle. Bah non, c'est cuit, c'est bien cuit, c'est ce qu'il faut. Et puis la troisième fois, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais la troisième fois? Eh ben, tu prends ton couteau à désosser, puis tu désosses le poulet. Donc on dématérialise complètement l'identité même d'une cuisse de poulet qui était de pouvoir ensuite prendre son doigt puis finir de lécher. Et on leur disait, vous pouvez lécher. Donc il y a un effort d'un côté pour montrer la liste extraordinaire et les efforts extraordinaires que font les agriculteurs. Puis d'un autre côté, on a des gens qui sont prêts à bouffer du poulet, où vous prenez l'os, vous donnez un coup de goupillon, et puis vous avez toute la chair qui tombe par terre, et puis vous n'avez plus que l'os qui reste. Alors que faire pour arriver à éduquer? Et ça vient d'où? Faire des mixés, tout mixer, des bouillies, non? Comme dans une maison de retraite, on ne verra pas la cuisson du poulet. Est-ce qu'il y avait une question? J'ai pas vu... Non, mais c'est vrai que c'est compliqué, mais là encore on revient au problème de l'éducation alimentaire, et puis en plus en fonction des clients, des cultures, je ne sais pas comment toi tu peux régler finalement l'approche d'un Allemand, d'un Anglais à ta table. Unilever, ils l'ont réglé. Attends, ils ont un truc de recherche et développement. Oh, t'as un office de recherche et développement. Bravo, je savais bien que c'était une grosse industrie chez toi, la conserve, mais quand même. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais je voudrais quand même revenir sur ce fait. Bon, au niveau européen, je vous vois bien agir sur cette santé, cette réglementation, l'affichage, l'information du produit. Mais dans quelle direction allons-nous, en fait? Vers quoi on tend? Vers quelque chose qui va nourrir la planète, solutionner tous les problèmes alimentaires? Est-ce que, et finalement, nous détacher du territoire? Non, moi je crois que la solution est quelque part entre les deux. On a des terroirs en Europe qui nous permettent de produire plus que nos besoins. Et donc, on a cette responsabilité vis-à-vis d'autres régions du monde d'exporter ces aliments de qualité
Je crois qu'il faut être convaincu qu'on a l'agriculture la plus sûre au monde. Hein. Je sens souvent qu'on fustige l'agriculture, on fustige les agriculteurs, il y a trop de ceci, il n'y a pas assez de cela. Sauf que moi, ce que je vois et ce que j'entends là où je suis, c'est des régions du monde qui s'arrachent nos produits. Hein. On a l'excellence et j'allais dire la crème des produits agricoles en Europe. Je trouve qu'on est un peu des enfants gâtés de se flageller sur le niveau qualitatif de nos produits. Évidemment qu'il faut qu'il y ait moins de produits phytosanitaires dans notre alimentation. Enfin, n'oublions pas que ne pas protéger les cultures, c'est prendre le risque d'en perdre une grosse partie, et c'est donc utiliser des ressources que la nature nous offre pour les jeter. Donc je pense que dans toute chose, il faut savoir raison garder. Et moi, je pense que on a cette responsabilité d'offrir ce que l'on produit en plus à d'autres régions du monde, et qu'en même temps on se doit d'être, j'allais dire, j'aime pas le terme exemplaire parce que c'est un côté un peu moralisateur, mais d'être de continuer à progresser dans un certain nombre de domaines de recherche et d'expérimentation pour échapper au dictat du produit phytosanitaire. Moi, j'en utilise dans mon exploitation. Je n'ai pas honte de le dire, mais comme quand j'ai une migraine, vous m'avez donné à midi, Kélia m'a donné à midi du paracétamol parce que j'avais mal à la tête. Donc, c'est aussi un produit chimique. Hein. Mais il faut, de toute façon, faire en sorte qu'on améliore nos pratiques, nos connaissances techniques, qu'on investisse dans l'innovation pour permettre aux agriculteurs d'échapper à ce dictat, parce que c'est un dictat qui a un coût sur les exploitations. Hein. L'agriculteur n'utilise pas de produits phytosanitaires par plaisir. Hein. C'est parce qu'il doit protéger ses cultures. Et qu'à chaque fois qu'il achète ça, c'est autant de revenus en moins pour lui. Hein. Donc il y a un aspect économique derrière tout ça qu'il faut pas oublier. Mais je pense qu'on doit continuer à progresser sur la protection de notre alimentation, et il faut que ce melting pot qu'est l'Europe, au niveau de ses cultures, de son histoire, mais de ses cultures alimentaires, puisse être une formidable opportunité d'échange, de liens. On parlait de liens entre les générations, mais moi je crois beaucoup au lien entre les cultures, et l'Europe est un territoire extrêmement riche sur cet aspect-là. Merci Angélique. Enfin, je pense que là j'ai vu quelques bulles d'esprit dire glyphosate, glyphosate, glyphosate. On a déjà deux questions. Bon, enfin là-bas et oui, ici après. J'espère que vous n'avez pas parlé de glyphosate. Non, de cornichons. Je sais pas, c'est peut-être pas pertinent, mais c'est une réflexion que je me faisais par rapport à un échange que vous auriez pu avoir tous les deux. Parce que monsieur parlait de gamme, bas de gamme, effet de gamme, enfin de diversité en fait. Et puis cette histoire de cornichons puisque finalement ce que souvent on reproche à l'industrie dans un rapport frontal avec la consommation, c'est le côté massifié et d'amener une seule solution qui est un peu toujours la même pour tout le monde, bon, sans les effets marketing Donc là on a des cornichons, si j'ai bien compris, qui doivent être faits pour des raisons de main d'œuvre et de fréquence de la récolte loin de chez nous, pour correspondre au goût du français. Moi j'adore ces petits cornichons, d'ailleurs j'en mange de façon addictive quand je commence à ouvrir le pot, on pourrait dire. Mais en Europe, puisqu'on est sur un colloque sur l'Europe, la culture du cornichon est vaste. Je ne suis pas un expert, mais il y a des cornichons plus gros, certainement à plus de maturité, vers l'Est, en Allemagne. Qu'est-ce qui empêche finalement une industrie d'aider le consommateur à être... Parce qu'elle sait bien le faire, par ailleurs, elle est assécher un marché quand un produit est très très loin, est à la mode, comme le quinoa. Qu'est-ce qui l'empêche, sur un sujet, c'est un cas type comme le cornichon, d'aller réinvestir un espace européen en éduquant ses clients et en laissant tomber le côté cash machine d'un produit unique qui doit être délocalisé pour X raisons de coûts, de participer, voilà, et d'ouvrir l'éventail derrière, c'est-à-dire d'admettre qu'en investissant, il joue son rôle de metteur en marché d'une offre plus large, etc., etc. Enfin, vous voyez où je veux en venir. C'est une question pas facile, mais c'est vraiment une question. Je vais y répondre à ma façon. Ce qui est formidable avec le cornichon... J'interviens juste une chose qui m'amuse beaucoup, moi, c'est l'histoire de récolter le matin et le soir les cornichons, que c'est un problème. Mais pour les vaches, enfin, je veux dire, par exemple, l'élevage de vaches laitières, on les traite combien de fois ?
Enfin, c'est pas le même métier, excusez-moi. Je vous invite à récolter des cornichons matin et soir. Je pense que vous n'allez pas le faire très très longtemps, quoi. Je veux dire, la terre est basse, hein, c'est juste un euphémisme. Ça me paraît un peu bizarre. La vache, enfin, je sais pas si vous avez visité des fermes maintenant, on ne traite plus à la main, quoi. Hein. On met la traite automatique et ça a drôlement amélioré la qualité de vie des agriculteurs. Les agriculteurs ont le droit à une qualité de vie comme n'importe quel citoyen. Et je peux vous dire que pour ramasser des cornichons à quatre pattes, il n'y en a plus beaucoup pour le faire. Hein. Mais oui, mais parce que c'est pas la même culture, monsieur. Mais oui, non, mais c'est vrai. Si vous trouvez des salariés pour venir le faire, je pense qu'on va réintroduire ce type de culture en France. Est-ce que je peux répondre sur l'éducation? On va répondre à la question. Voilà, on va revenir. Ce qui est formidable avec le cornichon, c'est qu'il y a plein de recettes de cornichons. Vous voyez, et si vous allez dans je vais citer par exemple la boutique Maille qui est à Dijon, vous allez voir que vous avez différentes tailles de cornichons, différentes aromatisations de cornichons, en fonction de piquant, pas piquant, poivre, etc. Douceur aussi. Vous avez les gros cornichons qui sont très appréciés. L'offre, elle est là. Maintenant, on vit dans une société où il y a des tendances comme ça. Il se trouve qu'aujourd'hui, je parle des Français, je ne parle pas des Européens, aiment bien les cornichons petits et croquants. Voilà. Si on avait les moyens, en termes de capacité de récolte, d'acheter tout en France, on le ferait. Ça poserait aucun problème. Oui, et je vous invite aussi si vous voulez, un amateur de cornichons, il peut découvrir des tas de recettes différentes. Et vous allez, si vous allez dans notre usine à Dijon, il y a des vinaigreries qui sont centenaires, dans lesquelles justement on élève un vinaigre qui nous permet de faire des aromatisations très différentes en fonction des recettes qui accompagnent nos cornichons. Mais donc il y a un choix infini. Il y a un choix infini. Voilà. Après, il y a les capacités de production qui sont disponibles. Par contre, oui, non, mais c'est vrai, si je reprends ta question, si j'ai bien compris, en fait, l'idée, c'est est-ce que vous auriez les capacités de remettre en valeur un terroir? Par exemple, si on cultivait des cornichons, je ne sais pas, autour de Tours, en disant, ce terroir, on va le valoriser, mais c'est des cornichons qui sont un peu différents. Mais vous avez la puissance quand même pour... oui, absolument, on le ferait. Vous avez aussi la puissance pour des cornichons Reprends le micro, parce que... Et vous le savez, vous n'aurez pas le choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra que vous expliquiez que les cornichons, qui sont ceux que les Français préfèrent, qui sont petits croquants, il faut qu'ils soient récoltés à quatre pattes par des Indiens 3 fois par jour, et qu'en France, on ne veut plus le faire. Mais quand même, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le choix, il est plus large, c'est de dire qu'est-ce qu'on mange, vraiment, quelle est la conscience de ce qu'on mange chaque fois qu'on le mange. Et le consommateur... C'est pas un consommateur, à un moment donné, c'est un citoyen. Je finis juste et je vous laisse répondre. Ils doivent avoir, pour faire un choix conscient, l'intégralité des contextes de choix qu'il doit faire. Pas maintenant, il n'en est pas capable, mais on n'aura pas d'autres solutions dans le futur. Avec les outils, en plus de communication, c'est vrai qu'on pourra avoir sûrement des informations plus précises. Mais je veux dire, la transparence est essentielle, mais je ne peux pas vous laisser dire que les cornichons sont récoltés à quatre pattes. Non, mais attendez. Je veux dire, il y a des codes. Nous, on est engagés dans un code avec plus de 200 indicateurs qui nous permettent de développer des bonnes pratiques justement dans d'autres pays. Pour essayer de permettre aux gens de développer le mieux possible leur activité, de vivre le mieux possible de leur récolte dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est aussi ça. Non, mais c'est aussi ça. On va passer à une autre question. On va passer à une autre question parce que je pense que... Mais c'est essentiel, effectivement, mais vous allez pouvoir débattre après. Je pense qu'on s'est compris. Oui, désolé, on va rester dans le cornichon. Oh non! Ouais. C'est à cause de moi que vous faites ça? Oui, apparemment, ça m'inspire. Pardon, Jean-Claude Beaumont, je suis consultant en stratégie. Une question toujours sur le cornichon, donc, et Unilever et Maille. Très belle marque, Maille, qui cultive une très belle image. La question qui était posée, c'est comment l'agroalimentaire se saisit du patrimoine culinaire européen? C'est beaucoup par le travail sur l'image.
C'est-à-dire que si on prend l'exemple de Maille et de ces fameux cornichons, on vend une histoire française, des produits, une tradition, un savoir-faire. La plupart des consommateurs, je pense 9 consommateurs sur 10, quand ils achètent leur petit bocal de petits cornichons, sont certains qu'ils s'offrent un petit bout de Bourgogne. Il n'y a rien qui est fait dans le discours de la marque qui soit fait, comme vous le disiez à l'instant, pour éduquer. Vous avez beaucoup utilisé le mot transparence, et vous le faites avec nous, puisque vous nous dites sans embâche que ce sont des cornichons qui effectivement viennent d'Inde. En même temps, mais pas que. Pour cela, en tout cas. Mais je pense qu'en termes de... Je ne connais pas les parts de vente, mais la partie molosol chez vous ne doit pas être excessivement importante. On est plutôt sur ces petits formats. Je me demandais juste à quel point, en fait, finalement, quel était le degré de responsabilité de l'agroalimentaire sur son art de manipuler le discours de la marque et du territoire de la marque pour laisser penser qu'on consomme des produits authentiques, reposant sur des savoir-faire réels, alors qu'on est loin d'être dans cette réalité. Les recettes avec lesquelles sont un cornichon, c'est pas que un cornichon qu'on prend et qu'on mange. Les recettes avec lesquelles ils sont élaborés sont françaises, faites en France, produites en France. Voilà. Maintenant, le jour où il y aura la capacité, et je réponds à votre question, s'il y a les capacités de production en France, absolument, on ira vers le soutien des filières. Absolument. C'est juste que, encore une fois, on a le sentiment, je pense, en tant que consommateur, on n'est absolument pas au courant de la provenance du produit. Et c'est vrai, et je vais vous dire juste... Oui ou non? Écoutez, on parle tous les ans des cornichons d'Inde. Vous voyez que c'est un sujet qui, visiblement, malgré sa récurrence, nous tient fort à cœur. Je peux juste vous dire on va pas... Mais non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations comme ça. Je vais juste vous raconter une petite anecdote. Il y a un élu, il n'y a pas très longtemps, qui voit une société de restauration et qui lui dit « Je veux des approvisionnements locaux, il faut que vous achetiez la viande chez le boucher ». L'acheteur va chez le boucher, il va voir le boucher, il lui dit « Écoutez, il va falloir qu'on achète la viande, produit local ». Le boucher lui dit « Ma viande, elle vient d'étranger ». Le maire ne savait pas. Mais bon, ils ont fait... donc des plats avec une viande étrangère achetée chez le boucher, donc c'est un produit local. Donc le politique, voilà. Mais c'est vrai que souvent, on n'a pas le dernier maillon de l'information. Non, mais moi je vais répondre à monsieur. C'est pas un problème. C'est ça, mais en fait, on a... Le pendant, monsieur, est un travail qu'on a mené au Parlement européen. Je ne sais pas si la Commission européenne va s'en saisir, mais c'était l'obligation de l'étiquetage de l'origine des produits dans les plats préparés. Oui, ça c'est vrai. Ça, moi, je me suis beaucoup battue là-dessus suite au scandale de la viande de cheval dans les lasagnes. Alors, c'est pas une énième réglementation supplémentaire qui va empêcher la fraude. Hein. La fraude, s'il n'y a pas de contrôle, elle perdurera. Mais ça m'a amené à me poser la question de, finalement, quelle est l'information que le consommateur a quand il prend un produit élaboré ? Comment sait-il d'où vient le produit qu'on lui propose dans le rayon, alors que ce soit une pizza surgelée ou pas, que ce soit un bocal de cornichons. Et donc, on a eu là aussi d'âpres discussions entre parlementaires, parce que je me suis aperçue que, par exemple, sur la question de la viande, moi j'étais, comme beaucoup de mes collègues, pour qu'on mette l'origine de la viande qui était dans le plat préparé. Alors en se disant, on va mettre l'origine à partir du moment où on dépasse un certain pourcentage. Parce que sinon, vu la liste des ingrédients, on ne va jamais s'en sortir et finalement, ce ne sera pas une information positive et intéressante pour le consommateur. Alors je ne sais plus quel est le pourcentage qui a été décidé, je crois que c'est au-dessus de 6%. De viande dans un plat préparé, on avait proposé que l'origine du produit soit indiquée. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y a un certain nombre d'industries en Europe, je ne parle pas de Unilever ou d'un autre, j'ai plus en tête les industries, hein. Mais par exemple, en Allemagne, pour faire une saucisse, il y a plus de 10 origines de viande, de bœuf ou de porc dans la même saucisse. Et donc les Allemands nous ont dit, non mais vous êtes complètement malades, vous les Français, vous allez nous obliger à mettre toutes ces origines. Ben, j'ai dit, il y a un truc qui est très simple. Dans votre saucisse,
Vous mettez qu'une ou deux origines et vous allez résoudre le problème. Mais comme leur modèle industriel n'est pas celui-là, effectivement, ça leur pose un problème. Mais moi, sur ce plan-là, je n'ai pas lâché et j'ai obtenu dans mon rapport sur l'étiquetage sur l'origine des viandes que le Parlement me suive. Maintenant, est-ce que la Commission prendra la balle au bond et fera une proposition réglementaire pour obliger à l'étiquetage de l'origine des produits dans les plats préparés? Ça n'est plus malheureusement de ma compétence. Mais c'est vrai qu'on